Bonjour, bonsoir à tous, c'est Komorebi. On se retrouve pour un nouvel épisode de la lumière pop de la semaine, celui sur la semaine 31 qui s'est étalé du 28 juillet au 3 août. On n'est toujours pas bien en avance, mais au moins cette fois j'ai moins d'une semaine entre les deux tournages et pas plus d'un mois, ce qui est déjà pas mal. Mais depuis le dernier épisode, j'ai eu quelques trucs. Comme vous pouvez peut-être le voir et le remarquer, je possède un nouveau siège qui est quand même bien plus confortable et plus agréable que le précédent. Et ça parce que c'était mon anniversaire dimanche 31 août, donc il y a 4 jours. Donc bravo à moi, c'était très cool. Et en plus, j'ai vraiment eu aucun souci avec ce siège, hein. Il n'était pas censé arriver mercredi dernier, mais j'étais pas chez moi. Donc j'ai dit, mais on fait ça samedi, que je puisse le récupérer. Ils ont dit, d'accord. Samedi, j'étais chez moi toute la matinée, et à midi, ça me dit que j'étais pas dispo ou pas ouvert, alors que ben j'étais chez moi. Et lundi, quand je suis à nouveau au boulot, excusez-moi, est-ce que vous êtes chez vous? On aimerait bien vous livrer. En plus, là, quand ça fait 2 fois, si vous n'êtes pas là, ben, on le renvoie à l'expéditeur. Heureusement que j'ai des voisins gentils et disponibles, on va dire. Parce que vraiment, c'était pas les meilleurs livreurs du monde. Aujourd'hui, à l'heure où j'enregistre ceci, c'est la sortie de Silk Song. J'ai pas pu l'acheter encore parce que mon panier Steam me plante quand j'essaye de lancer quoi que ce soit, donc bah tant pis. J'aurais pas joué quand même aujourd'hui, ça va pas changer grand chose niveau gaming pour moi, mais c'est dommage. Le focus s'il vous plaît. Voilà, bon sinon, semaine classico, j'ai pas découvert des milliards de choses, ce qui va nous aider à pas perdre plus de temps non plus dans mon retard. Parce que là, du coup, on tourne la semaine 31 actuellement, et c'est la 35 qui vient de s'écouler et que j'aurais dû tourner maintenant. C'est des choses qui arrivent. Là, pour cette semaine 31, on a 6 œuvres dont je vais parler. C'est assez éclectique. On a 2 films, 2 mangas, une série et un comics. On a 3 trucs qui vont être rapides, 3 trucs qui vont traîner un peu plus. Ça devrait être sympathique. En semaine 32, on a 10 œuvres dont je dois traiter. J'en ai écrit que 3 mini-critiques. Donc ça va prendre un peu de temps d'ici la prochaine fois. Semaine 33, j'ai 3 œuvres, rien écrit. Semaine 34, j'ai 6 œuvres, rien écrit. Semaine 35, j'ai 3 œuvres, rien écrit. Ce qui fait on a quand même fait le gros du rattrapage. Le reste, ça va venir petit à petit et je vais enfin pouvoir vider mon bureau de tous les livres que j'ai lus et que j'ai pas encore écrit les mini-critiques. Parce que là, j'ai une pile de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 comics et 2 mangas qui traînent sur mon bureau pour pas grand chose. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé des œuvres dont je parle dans cet épisode, à me dire ce que vous avez découvert récemment, et surtout à me dire comment est-ce que vous allez, bien évidemment. Bon visionnage. Tout d'abord, j'ai regardé le film Dangerous Animals, avec un excellent accent, dis donc, on va pas se le cacher. C'est un film de l'été un petit peu bébête, mais qui était, somme toute, plutôt sympathique. Je ne savais rien du tout sur le film, hormis que ça se passait dans le domaine maritime, parce que j'ai quand même eu le temps de voir vite fait un micro bout de synopsis et les affiches, qui sont quand même principalement un bateau sur une mer bleue, et avec une traînée rouge derrière lui. Donc bon, il y a quand même quelques éléments que vous pouvez deviner, ou au moins auxquels on pouvait s'attendre avec ces images. J'ai bien aimé le début du film. On a la plongée sous-marine dans une cage pour voir les requins, comme c'est connu et comme ça existe. Et j'aime beaucoup comment ça tourne mal de manière ultra agressive, surprise et rapide à la fin de l'introduction. Ça met bien dans le bain par rapport à l'eau en fait. Genre le film il prend pas le temps de se mouiller la nuque, tu vois, avant de lancer les sujets un peu graves et importants. Alors j'avais écrit hilarante intro. C'est peut-être ouais, le côté surprise et vraiment rapide, ça m'a même fait rire de surprise de voir que c'est allé aussi vite dans la violence bien crue, bien surprenante. Et après avoir quand même fait passer un bon moment à ses futures victimes, ce qui est assez drôle. En même temps, le personnage un peu agressif du film, une façon de faire très spécifique pour tuer ses victimes et en garder un souvenir plutôt conséquent.
Donc le voir faire différemment au début du film, alors qu'on sait pas comment il fait encore actuellement, bah ça marche bien. Décor est sympathique, même s'il ne bouge pas beaucoup vu qu'on est quand même principalement sur un bateau sur l'eau. Et que le peu de temps qu'on passe sur la terre ferme, c'est juste pour offrir un love interest au personnage principal et nous donner sa plus grande chance de survie par cette relation. Parce qu'elle elle est liée à personne, elle n'a pas de famille, elle n'a pas d'amis, elle n'a rien. Donc ben, personne ne va s'inquiéter pour elle. Donc il faut lui donner un petit ami arrivé nulle part la veille qui peut s'inquiéter pour elle suffisamment pour aller poursuivre un bateau avec un meurtrier dedans. Ça c'est un peu fort de café. Mais écoute, on prend. Parce que sinon on se retrouvait juste avec seulement deux personnages sur un bateau qui essayent de se tuer l'un l'autre. Un parce que c'est un malade, l'autre parce qu'elle doit survivre. Ça aurait été un peu vide. Mais là c'est suffisant. Je suis pas un grand fan du méchant. J'aime bien son chara design et son style, mais je suis pas un grand fan du personnage en lui-même. Il est surtout montré comme fou et comme pas très intéressant. Ouais, il adore les requins. Ouais, il est très dans sa routine de tueur. Mais en dehors de ça, bah c'est un sacré con quoi. Sa vie a été difficile, il est solitaire, il est dangereux, il se prend pour un requin parce que ben il a les mêmes caractéristiques qu'eux principalement. Alors qu'en vrai, il ressemble pas tant à un requin que ça. Hein. Déjà, il a pas de nageoire. Ensuite, il est pas bleu. Ensuite, il est pas du tout efficace comme tueur. Ça pose des questions assez faciles mais sympathiques à voir sur qui sont donc les vraies créatures assoiffées de sang et dangereuses entre les requins, qui font que se nourrir quand on leur donne une personne à moitié déchiquetée dans l'eau, ou alors un humain qui s'amuse à planter des gens dans le cou, à les couper en morceaux, à les donner aux requins, à arracher leurs mèches de cheveux, à filmer la plupart de ces trucs pour en garder un souvenir et en faire une collection. La question est ouverte. Qui, là-dedans, peut être le véritable monstre? Ça, c'est pas évident comme sujet philosophique. Et ça parle surtout des solitaires dans la vie. Le personnage principal est une personne qui kiffe surfer seul et pas faire grand chose d'autre, et pas avoir beaucoup plus de contacts que ça. Est-ce que c'est bien? Est-ce que ça te fait pas mal tourner? Est-ce que c'est pas un petit peu dangereux quand t'as personne pour t'aider? C'est des questions qui se posent. Mais par contre, ben, comme c'est un film stupide de l'été, il y a des questions cons partout. Les requins qui font bien ce qu'ils veulent, hein. Quand il s'agit de tout et n'importe qui, ils défoncent et se nourrissent en une seconde. Hein. Les deux premières victimes, le méchant à la fin. Par contre, quand c'est le personnage principal, il mange pas. Juste parce qu'il reste immobile, c'est un peu trop. C'est pas mal prenant sur la survie. Les courses-poursuites, les enchaînements d'espoir et désespoir marchent plutôt bien. Mais c'est quand même basé sur une grosse partie très bête. Et je sais plus pourquoi, mais j'ai précisé rire de gêne à la fin. Donc peut-être qu'il y a une utilisation vraiment très conne des thématiques sur la toute fin du film. Et je dois... genre ça c'est la fin ça. Oula. Je sais plus ce que c'est précisément, mais il me semble que c'était un truc très ridicule qui fait pas vraiment bon film. Mais de toute façon, bah c'était un film plein de suspense, mordant pour cet été, mais qu'il ne va pas faire spécialement de remous, quoi qu'il arrive. Mordant, remous, les requins, l'eau, par rapport à l'humour en fait. Ensuite, j'ai lu le volume 12 de Tales of Demons and Gods, Todag de son prénom. Comme d'hab, j'en ai aucun souvenir parce que bah, c'est très oubliable et que je l'ai lu il y a un petit moment. Mais au moins, il n'y a pas trop de tomes que j'ai lus depuis qui ont fait que je peux mélanger. Parce que comme vous le voyez, il y a plein de Todag ici, pour la version vidéo, parce qu'en podcast vous le verrez pas trop. J'en ai plein en attente parce que je trouve les tomes 14 et 17 nulle part. Alors que maintenant je suis à jour et que j'ai jusqu'au tome 27 qui vient juste de sortir. Il me manque juste le tome 14 pour débloquer 14, 15, 16 et 17 pour débloquer de 17 à 27. Donc quand ça se fera, je pourrai lire beaucoup de Todag d'un coup. Qu'est-ce que j'ai hâte. Et en attendant, bah...
je suis presque à jour sur mes rattrapages. Parce qu'en soi, si on fait le tour de mon manga collect rapidement, on a Dreamland qui vient de sortir, Couple of Cuckoos qui vient de sortir, Fortnite of the Apocalypse qui vient de sortir, Sanda qui vient de sortir, les 2 tomes de Todag que je trouve pas, un tome de Noro que je trouve pas, Brisé par ton amour, le tome 5, que j'ai pas pris le temps d'acheter depuis 1000 ans parce que c'était une nouvelle édition et que depuis ça a pas continué quand même. Donc c'est ce qui me reste en complété dans Manga Collect. Mais j'en ai aussi un peu dans la partie envie. Parce que ben il y a des plus gros savoirs, comme c'est des éditions différentes, ils y sont pas tous, il m'en manque un petit peu. La même chose pour les chefs-d'œuvre de Lovecraft. Et pour Golden Wind, la partie 5 de Jojo. Mais on a bien avancé les rattrapages. Bref, j'ai l'impression d'être totalement hors sujet. Parce qu'ici, on a lu donc le tome 12 de Todag. Les personnages arrivent à protéger la porte qui se faisait attaquer par des brigands. Il met son beau-père à l'amende et gagne le défi qu'ils avaient mis en place l'un contre l'autre. C'était pas intéressant parce que c'est très facile comme d'habitude, que ça n'a pas apporté grand chose d'avoir changé l'histoire et qui s'en sort très bien et très facilement comme d'hab. Derrière, on nous sert un peu de triangle amoureux avec sa meuf de la vie précédente et une autre meuf qui la drague un peu ici sans vraiment le vouloir. Alors, le triangle amoureux tourne autour des fesses de Nili, ce qui est assez étrange et assez malvenu, mais écoute, bah c'est comme ça. Derrière, la ville est à nouveau attaquée par Kakashi. Kakashi attaqué. Attaqué par des brigands, je disais. Et Nili affronte un homme belette. Bah du coup c'est un peu difficile parce qu'il a une transformation aussi. Mais en fait bah c'est pas difficile parce que Nili il est trop fort et qu'il apprend rien et qu'on veut rien lui faire apprendre et rien lui faire raconter. Et j'ai écrit même la giga attaque comme ça, y a pas d'impact. Je sais plus de quelle giga attaque je parle, mais peut-être il y avait peut-être la fin du combat dans ce volume-là, et Nili a sorti une énorme attaque pour essayer de conclure ça. Mais même ça, il n'y a pas d'impact. Et c'est vrai que je trouve ça très étrange que tout ce qui se passe glisse aussi fortement sur moi. Et je maintiens parce que c'est une lecture qui serait prévue pour juste faire... pour se courir sur ton téléphone très fort très vite, et un petit bout par semaine, et hop, emballer c'est peser quoi. C'est pas fait pour lire un gros tome d'un coup, se poser des questions dessus, essayer de déceler une évolution ou un intérêt. C'est juste fait pour être fluide et se lire un petit peu de temps en temps, quoi. Parce que les personnages sont beaucoup trop près tout le temps. Alors, oui, Nili est censé avoir des indices ou des caractéristiques en plus de sa vie précédente, pas censé soit te connaître par cœur, soit n'en avoir pas grand chose à faire et ne pas être impacté par le moindre changement. Et ce qui fait qu'en plus les personnages sont particulièrement vides, parce qu'hormis faire ça je le savais, ou j'ai un énorme plan construit pour tout faire, y a pas grand chose de plus. C'est un peu ce qu'on avait avec Foucault dans la deuxième partie de Undead Unluck, qui est un peu trop dans la facilité et qui limite un peu tout ça, mais les personnages secondaires autour vivaient quand même un petit peu. Là dans Todag, on n'a même pas ça. Ensuite, j'ai vu Dragon, la version 2025. Je sais pas si vous vous souvenez de l'épisode précédent, ou peut-être celui d'avant, mais j'avais vu et parlé de Lilo et Stitch. Je mens, puisque c'est dans l'épisode de la prochaine fois. Et oui, bien joué, je suis pas du tout en train de manger les semaines, à force de rien faire dans le bon ordre. Eh ben, teasing, je parle de Lilo et Stitch dans le prochain épisode. Ça, c'est le teasing qui va plaire aux gens, ça. Oui, Dragon, c'était bien. Voilà, fin. Alors, pourquoi est-ce qu'un film bien a pu terminer avec la note de C? Eh ben, c'est très simple, c'est que c'est le dessin animé, tout simplement. Genre, plan par plan, tout le film, tout pareil, c'est le dessin animé. Alors, pourquoi est-ce qu'il est plus long de 20-30 minutes, alors que c'est tout le dessin animé? Je sais pas. J'ai plus de dessin animé en tête, donc je sais plus ce qui a été rajouté précisément.
Mais, déjà, c'est plutôt un point positif. Si j'ai pas reconnu ce qui a été rajouté, c'est que ce qui a été rajouté n'est pas dissonant et correspond bien au niveau, à l'ambiance et à l'écriture du film. Ou alors, c'est juste que les scènes ont été allongées et qu'il n'y a rien eu spécialement de différent, si ce n'est que juste que les choses prennent un peu plus de temps. Je saurais pas spécialement dire. Alors oui, c'est tout comme le dessin animé, mais ben, comme c'est avec des vrais acteurs, et que c'est donc avec des images un peu moins folles que les dessins où on peut être un peu plus libre de ce qu'on fait, et ben ça a beaucoup moins d'âme, et il y a beaucoup moins de visuels attachants. Et c'est quand même plutôt dommage. On est 15 ans après le dessin animé. Donc faire une nouvelle version n'est pas totalement incohérent, mais ça aurait pu être pas mal d'apporter quelques mages par-ci par-là, histoire d'avoir une démonstration des 15 ans qui se coulaient dans le vrai monde. Ou de se servir du live action pour en faire quelque chose de particulier. D'autant plus que ben c'est la même personne aux commandes du dessin animé et du film, et c'est dommage d'avoir fait à 100% la même chose. Et j'ai peur que ça marche et que ça suffise pour faire de Dragon un vrai film, avec des guillemets, parce que je connais certaines personnes adultes qui regardent des dessins animés qui font c'est un truc pour les enfants ça. Alors qu'en regardant ce film, ils font waouh, ça c'est un vrai film stylé ça. Alors que ben la seule différence c'est qu'on est passé de dessins attachants avec de l'âme et de l'énergie à un live action fade. Donc si c'est ça faire des vrais films, c'est un petit peu chiant. Voilà, bah j'ai rien de plus à dire, hein. On connaît le film, mais j'aime pas la démarche du tout. Ensuite, j'ai vu la saison 2 de Flippé sur la chaîne de Studio Bagel, à chaque fois qu'ils sortaient leurs petits épisodes. J'ai eu l'impression que c'était moins touchant que la saison 1, mais c'est une impression que je sors un peu de mon fondement, parce que la saison 1, je me souviens de strictement rien, et je ne pourrais pas citer le moindre épisode à l'heure actuelle. Donc se baser sur un a priori ou une petite idée partielle comme ça pour dire que c'est moins bien, c'est peut-être un peu fort, mais c'est ce que j'en ai ressenti quand même. J'ai l'impression qu'il y a moins d'épisodes qui ont été particulièrement marquants, qui m'ont fait un effet genre ouah, mais c'est comme ça qu'on peut voir le monde et être quand même flippé et être bloqué à vie. Pour ce faire, j'ai retiens principalement l'épisode sur le grand-père du personnage principal, qui fait bien cet effet waouh, et cet effet, ben, c'est la vie, tu vois, les gens pensent dans leur tête, se font tout un monde à la con, ne parlent pas ou n'écoutent pas correctement, et à la fin, bah, il y a des regrets, il y a des problèmes, il y a des moments touchants, mais bah, c'est la vie, on l'apprécie comme ça. Et je trouve que c'est le seul épisode que je retiens et qui me touche vraiment, celui du grand-père cette saison, ce qui est assez peu. Et je trouve qu'il y a donc pas mal de répétitions qui sont dans les autres épisodes malheureusement. Parce qu'au final, bah, il y a pas mal d'épisodes où il a juste des angoisses en imaginant les réponses et les réactions. Alors, c'est le principe de sa flip, mais j'ai pas l'impression que c'était autant centré sur ça dans la saison précédente. Là, c'est vraiment tout dans sa tête, tout il fait oh les gens vont mal réagir, j'ai pas prévu de cadeau, on m'a prévu trop tard, ils me détestent ou quoi. Pour qu'il y ait absolument rien derrière, tu vois, c'est le principe de flipper, se créer un monde. Mais quand il y a 18 épisodes qui racontent ça. Et finalement, bah, un épisode que j'aime bien, j'ai retenu les 2 ou 3 où il est ouvert et partagé avec sa copine. Parce que ben, il partage un problème existentiel à deux, essaye de faire avec, essaye de vivre avec, essaye de les allier, de les annuler. Et des fois, ben, c'est compliqué, ça passe pas. Et je retiens l'épisode avec son beau-père aussi. Je sais plus pourquoi. En fait, bizarrement, les 3 que je retiens, c'est ceux où il y a des idées visuelles assez intéressantes pour représenter les personnages en face. Et c'est surtout ceux, ben, où il y a un personnage en face. C'est étonnant pour une série qui s'appelle Flipper et qui est très centrée sur les difficultés internes à un personnage à voir le monde comme il est et pas comme une source d'angoisse dans tous les sens. Et pourtant, ben, les épisodes qui ont mieux marché sur moi, c'est ceux où il est beaucoup tourné vers les autres et vers l'analyse des autres.
Parce que c'est ça qui est cool. C'est voir comment tu perçois les gens et leurs propres angoisses à travers tes yeux, déjà très angoissés. Plutôt que juste l'inverse, où tu te poses la question de comment eux te perçoivent. Pas que ce soit un sujet qui ne peut pas réussir, mais bah, c'est redondant dans la série, on l'a déjà vu, et ça marche vachement moins bien sur moi que les épisodes sur les autres. Ensuite, j'ai lu le volume 13, et dernier pour l'instant, que je peux lire, de Todag, Tales of Demons and Gods, bien évidemment. Pop. J'allais sans doute recommencer ma mini-critique par « c'est trop facile », et je me suis contredit tout seul en écrivant aussi des passes d'armes compliquées pour affronter des monstres géants. Et effectivement, quand en face de lui ce n'est pas des personnages mais des créatures mystiques hyper balèzes et hyper puissantes, Nelly galère un peu à les affronter. Il gagne quand même à la fin, mais il a eu des passes d'armes où il s'est pris quelques dégâts, où il a été mis en échec. C'est déjà ça, et c'est déjà mieux que d'habitude. Derrière lui et plein de personnages de sa génération se retrouvent dans une grosse soirée mondaine. Il attire à lui absolument toutes les dames qui l'entourent, et ça crée des problèmes dans tous les sens, de jalousie principalement entre les femmes et des hommes envers Nili. Mais comme c'est un gros privilégié et que tout le monde est derrière lui, ce qui du coup ajoute au fait que c'est facile pour lui, c'est pas beaucoup plus poussé. Il y a une petite avance sympathique avec son beau-père, il commence un peu plus à s'apprécier ou au moins à se respecter. Et derrière, il se retrouve dans la classe des génies. Il est plutôt à sa place, mais je pense qu'il va assez vite tirer son épingle du jeu et aider tout le monde à progresser encore. C'est des éléments qu'on a globalement déjà vus, hormis l'avance avec le beau-père qui était plutôt sympathique, parce que c'est du développement de personnage et ça manque dans la série. Et surtout, ça traîne dans tous les sens. Pour un volume, il se passe pas des milliards de choses et les choses n'avancent pas très bien. Heureusement, on a quand même un petit peu de difficultés qui arrivent en début du volume, mais ça reste assez limité et ça n'apporte pas non plus des milliards de rebondissements à la série. Et enfin, j'ai lu le comics Sentry la Sentinelle. On est quasiment dans le bon timing pour découvrir le film Thunderbolts, l'avant-dernier né déjà du studio Marvel au cinéma. J'aime beaucoup le concept du personnage, qui est du coup littéralement le Superman de l'univers Marvel, hyper puissant, hyper balèze, mais il a une face sombre tout aussi puissante, donc c'est pas le plus évident à gérer. Et il est très lié à la mémoire collective, parce que même si c'est le plus grand héros de tous les temps, c'est aussi le plus grand vilain de tous les temps. Donc la meilleure solution c'était de faire disparaître la personne. Et j'aime bien ce concept sur la mémoire, sur le fait qu'il pourrait en vouloir aux gens de l'avoir fait disparaître et de l'avoir oublié, sur la tentative d'essayer de retrouver ses potes et de retrouver les souvenirs de tout le monde, et de voir que finalement, ça peut être dangereux de vouloir réveiller quelque chose qui a été endormi. Et en plus de tout ça, qui est intradiégétique, j'aime beaucoup l'impact qu'on a eu dans le vrai monde autour de cette série. C'est quelque chose qui a eu lieu dans les années 70, quelque chose par là. Mais même les auteurs, donc Stan Lee et consorts, arrêtaient pas de dire en interview « Ah oui, Sentry, c'est un vieux héros de l'âge d'or qu'on avait oublié, mais qu'on adorait travailler dessus. On le fait revenir sur le devant de la scène, c'est dommage que tout le monde l'ait oublié. » Et j'adore le principe d'être allé jusqu'au bout dans leur idée. Le personnage trop dangereux et oublié dans l'histoire. Donc, pour prouver que les héros l'ont oublié et le remettre sur la scène de manière logique, faut dire que dans le vrai monde aussi, on l'a oublié. Et il y a plein de sujets qu'on voit assez peu dans l'univers Marvel et qui marchent bien. Les énormes pouvoirs, qui sont très cool visuellement ici.
Les grandes faces sombres. On a des personnages sombres, évidemment. Stan Lee, pas du tout. Iron Man, son nom civil. Tony Stark, c'était loin à chercher. A une face sombre parce qu'il est alcoolique. C'est principalement dangereux pour lui, mais ça lui pose des problèmes. Là, c'est une face sombre dans le sens vraiment caractère sombre, mauvaise personne, danger imminent partout. Le fait de n'avoir aucun contrôle, ça se rapproche de Hulk, mais ça marche bien. Et évidemment, le fait de n'avoir aucune existence. Ça, c'est nouveau, aucune existence. Le reste des éléments que vous pouvez voir un peu partout, jamais rassemblés autant. Et ajouter à ça avec la perte de mémoire globale, c'est très cool. Et voilà, et comme ça doit être un héros connu, il a directement des amis et pas mal de questions à se poser avec des personnages qui lui ressemblent. Donc les 4 fantastiques pour le côté famille et intelligence, Hulk pour le côté perte de contrôle et double personnalité, Spidey pour le côté grand pouvoir, grande responsabilité, Angel pour Angel, et ouais, le dosage est très bon. On a un gros mélange entre humain, inexistence, pouvoir exceptionnel, dangerosité, c'est exceptionnel. Je vous tease encore, mais dans 2 épisodes, on va parler de Thunderbolts, et donc on va reparler de Sentry. Le traitement n'est pas le même, mais je crois que globalement, j'aime beaucoup le personnage et les idées qu'il apporte. Franchement, GG Marvel pour ce perso. Il n'y a pas non plus des milliards d'idées originales dedans, mais tout rassemblé comme ça, si. Et surtout, c'est super bien écrit et c'est autonome. Excellente lecture pour terminer cette semaine. Et voilà qui conclut déjà l'épisode de la lumière pop de la semaine, sur la semaine 31. C'était pas si terrible, j'en suis qu'à 34 minutes de tournage. C'était pas la peine de faire durer ça depuis 7 jours, j'avais déjà écrit les mini-critiques. Là, le prochain, ça va peut-être durer un peu, parce qu'on a écrit que 3 mini-critiques sur 10, comme je l'ai dit tout à l'heure. Mais ça va se rattraper et arriver. Prochainement, sans doute. De toute façon, je vais passer le reste de la soirée. Essayer d'acheter Silksong, quand Steam voudra bien marcher. Montage de cet épisode. Mise en ligne de cet épisode. La miniature est déjà faite. Et normalement, sortie demain. Ce bon vieux vendredi. Je sais pas quand est-ce que sortira la suite. Est-ce que j'aurai le temps de faire un peu de mini-critique aujourd'hui? On verra. Demain, j'aurai pas le temps. Samedi, j'aurai le temps matin après, mais pas le midi. Et dimanche, j'aurai le temps matin. Globalement, je suis occupé, on va dire. Jamais été aussi occupé que depuis que j'habite seul. Assez étonnamment. Je vous demande à nouveau de me dire ce que vous avez pensé des œuvres dont je parle dans cet épisode. À me dire comment vous allez. À me dire ce que vous avez découvert récemment. Quant à nous, on se retrouve d'ici quelques jours pour l'épisode de la semaine 32. Un jour peut-être en live, ça manque, mais ça fait 3 mois. Mais on se retrouve très vite de toute façon. D'ici là, portez-vous bien, faites-vous plaisir. À bientôt.